on est des jeunes de banlieue, on a des messages propres, fédérateurs, et qui vous donnent envie d'avancer surtout. Les gens pensent qu'on faisait de la musique comme ça, pour rapper, aguicher les gens. Non, nous, c'est vraiment, on a un intérêt, on avait un intérêt commun et un intérêt vraiment qui était, on était persuasif. Bienvenue encore une fois de plus sur Totalement Dedans, les amis. J'espère que vous allez bien. Un épisode de plus. Aujourd'hui, on reçoit une légende. Sans plus attendre, let's go. De la terre-mer où les marmots dansent dans des mardeaux. Faut dire tous ces colons, y en a marre d'eux. Regarde nos femmes et notre faune, j'en suis fan, j'ai le faux au cœur, je te jure. Notre historique ne fait que de coups de fouet. Comment va, frérot? Yes, ça va? Ça va et toi? Yes, Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. merci d'être là. Pourrais-tu, pour ceux et celles qui ne savent pas encore qui tu es, te présenter aujourd'hui? Moi, c'est Emmanuel Coudray, plus connu sous le nom de Manuché, membre du collectif Mafia Free. Aujourd'hui, je suis coach de basket, éducateur de basket et plus personnellement dans le monde socioculturel, à l'émancipation pour toute une jeunesse. Voilà. Yes. On va faire en sorte d'en savoir un peu plus, les amis. Let's go. Manuké, déjà, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui ici. Plaisir. Tu sais, quand on entend ton nom, il y a souvent deux choses qui ressortent. De ce que moi j'ai eu à entendre. Hein. Donc, j'entends souvent précurseur du rap dans le 9-4. Puis, l'un des membres fondateurs de la Mafia Free. Quand tu entends ces deux appellations, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Beaucoup de choses, bien sûr, qui sont vraies aussi. C'est-à-dire précurseur dans le 9-4, peut-être pas, parce qu'il y avait d'autres gens qui ont fait le pas bien avant. Et membre de fondateur Mafia Free, je suis pas celui-là qui a fait la Mafia Free. D'accord? Il y a beaucoup de membres de la Mafia Free qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour faire ce collectif. Voilà. Celui qui a créé le nom Mafia Free s'appelle Doumal Parrain. Moi, je suis l'un des plus vieux du collectif, le plus vieux du collectif, mais je ne suis pas celui qui a fondé le collectif. Du coup, en fait, c'était quoi ton rôle, toi, principalement? Mon rôle, j'ai un peu... j'étais l'un du membre collectif Mafia Free. J'ai fondé le Possi Idéal, le groupe qui regroupait Idéal J, puis les différents types. Donc voilà, c'était deux identités différentes, mais qui se réunissaient aussi. J'amenais beaucoup de valeurs musicales quand DJ Mehdi était là, paix à son âme. Donc c'était une distribution d'une musicalité pour le groupe différents types, que ce soit Idéal J, les compilations qu'on faisait ensemble. J'amenais beaucoup cette identité musicale qui était New York principalement. Voilà, c'était un peu ça mon rôle, et j'aimais beaucoup être derrière les manettes, c'est-à-dire la réalisation, que ce soit 113, tous les groupes que j'ai participé dans la réalisation, quoi. Donc, si j'ai bien compris, en fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont eu à comprendre ça, c'est que la Mafia Free, en fait, c'est le regroupement de plusieurs groupes. Exactement, ouais. D'accord? Et donc, toi, tu avais un peu cette forme de grand frère, si je peux dire. Ouais. De membre fédérateur. Mais moi, il y a une question aussi qui me vient souvent, c'est quand je vois tout ce que tu as accompli, que ce soit au sein de la Mafia Free et d'autres choses sur lesquelles on va venir, j'ai une question qui me vient qui est, quand tu étais jeune, c'est quoi que tu voulais devenir? C'est quoi que tu voulais faire, en fait? Chaque enfant a un rêve. C'était quoi ton rêve, toi, quand tu étais petit, en vrai? Moi, j'avais plein d'idées dans la tête, tu vois. Quand j'ai arrêté l'école, j'avais à peu près 11-12 ans. Tu vois, j'étais un peu voué à moi-même, donc j'essayais d'avoir plein de rêves. Je touchais au sport, j'aimais bien le football. J'aimais aussi me balader, découvrir des choses. Et puis, c'était cet MJC Pablo Neruda qui m'a vraiment heurté, parce que c'est un lieu culturel où qu'on se rassemble, où il y a des jeunes comme moi, à l'âge de 15-16 ans, qui se retrouvent dans un lieu avec... oui, c'est à Orly. C'est un lieu, voilà, un lieu de partage. Et puis, finalement, on s'aperçoit que là, il y a des jeunes comme nous, et puis on partage les mêmes valeurs. C'est-à-dire communicatif, on joue ensemble dans la gratuité pour rien du tout. Et on s'aperçoit que c'est un lieu culturel où on peut revenir continuellement. Et puis voilà, il y a des choses qui m'intéressent, le sport, partager, bouquiner, écrire, et tous ces faits ont fait en sorte que je m'intéresse de plus en plus à la musique, par le biais d'un ami à moi qui écoutait beaucoup René Séchant à l'époque, et qui m'a mis sur cette voie vraiment
l'intérêt de la musicalité et de la poésie et de l'amour des mots. Justement, par rapport à ça, tu as commencé d'abord par la musique Ouais. ou d'abord par l'écriture? D'abord par la musique, en écoutant beaucoup, en observant beaucoup, en écoutant beaucoup, et surtout apprécier la musique qui était le hip-hop d'antan, qui était Génération, Nova, tout ce qui se faisait à l'époque, dans les années déjà 86, 87. Puis est arrivé la maturité de la poésie. Au fur et à mesure, on écoute, on comprend le sens, on commence à comprendre comment s'accordent les mots avec les mots, et puis on écrit de notre côté des choses qui ont peut-être rien à voir, mais ça nous construit au fur et à mesure d'essayer. Ça me donne l'envie de faire des choses un peu plus construites. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tu as d'abord commencé par simplement écrire. Exactement. D'accord? Sans pour autant que qu'il y ait un but derrière d'en faire du rap ou quoi. C'est ça. Et donc, ta première influence, c'était du coup Renaud, si j'ai bien compris. Ouais, c'était Renaud Séchant. Et c'est quoi qui t'a inspiré à ce moment-là, justement, pour écrire? Tu t'inspirais de quoi, toi, par exemple? Moi, je m'inspirais déjà l'écoute. J'ai écouté pas mal de chansons, tout ce qui était la chanson française, donc ça m'inspirait beaucoup. Et après est venu les Radio Nova, tout ça, donc les premiers raps, qui avaient Lionel D, New Generation MC, les Little MC. C'est toutes ces choses qui nous impactaient, qu'on écoutait, parce qu'il y avait très peu de choses qu'on écoutait. Et quand ça venait à nos oreilles, on se dit, c'est des gens des quartiers différents, mais qui sont pas loin de nous, quoi. Qui vivent de la même façon, en fait. C'est des gens qui sont pas loin de nous, on les a jamais vus, mais ils sont de passage des fois, et puis on a envie de ressembler, en marcher sur leurs pas. Et pourrais-tu justement, pour en venir à ma question, me citer 2 métiers que tu aurais aimé ou rêvé de faire à ce moment-là, toi, par exemple? Je te pose cette question, pourquoi? Parce que tu sais, moi, c'est ce que j'ai observé. Parce que je pense que t'es papa aussi. Souvent, quand tu prends un enfant et que tu lui poses la question de savoir ce qu'il aimerait faire plus tard, souvent la réponse que l'enfant va te donner peut te donner des brilles de personnalité, que cet enfant pourrait avoir plus tard. Par exemple, un enfant qui te dit « Oui, moi, je veux être infirmière, vétérinaire ou autre », c'est souvent des enfants qui auront tendance à avoir de l'empathie. Tu vois. Tandis que les enfants qui vont choisir des sports individuels, tu verras que c'est des enfants qui auront toujours un petit ego comme ça. Tu vois, qui sont très individualistes. Mais toi, dans ce que tu dis, on voit que tu parles beaucoup de partage. Souvent le partage. Mais est-ce que tu peux me sortir 2 trucs où tu disais, moi plus tard, peut-être que ça déjà le football en priorité. Sans savoir qu'au début, dans les années 80, je partageais beaucoup à regarder Viva España, la Coupe du Monde, tout ça, avec mes grands frères. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours influencé dans le sport collectif. Je trouve que c'est un jeu universel où tout le monde s'amuse et où on pouvait jouer n'importe où. Déjà, ça, c'était une particularité. Sans parler la même langue, même. Voilà, qui était en moi. Je prenais toujours un ballon, j'allais à l'école. Quand j'avais fini l'école, j'essayais d'organiser un tournoi en bas de la maison avec les copains. Ça, c'était quelque chose qui était en moi. Après, deuxième métier, qui n'est pas trop un métier, mais surtout la curiosité. La curiosité, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été ancré en moi. Quand j'ai commencé ma formation de sport, moi, j'allais voir beaucoup d'entraînements sans demander, quoi. Des fois, je me faisais jeter, ou des fois, j'allais à Levallois, j'allais un peu partout regarder les entraîneurs, et puis des fois, on me disait, t'as pas le droit de rentrer. Je repartais, je revenais le lendemain, tu vois, jusqu'à trouver le bon truc, quoi. Mais voilà, je pense que ces 2 métiers, la curiosité, qui est vraiment quelque chose d'important, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, être curieux, s'intéresser à quelque chose, et puis footballeur, jouer au ballon, l'esprit du partage qui a été quelque chose qui nous a toujours émancipés et fédérés. Ouais, je pense qu'en fait aussi, dans les réponses que tu donnes, on voit que tout nous oriente à chaque fois vers le coaching. Ta curiosité, en fait, c'était quelque part le fait de savoir comment faire pour gérer un groupe. Exactement. Coacher, manager, tu vois. Et, mais tu as dit ici que tu avais arrêté l'école à 12 ans. Qu'est-ce qu'un enfant, ou Manu, quand il a 12 ans, soudainement, t'arrêtes l'école, etc. Qu'est-ce que tu fais en fait à ce moment-là? En ce moment, tu sais, j'avais des gros problèmes familiaux à l'âge de 12 ans. Donc, il y avait l'école qui m'intéressait plus tellement. Il y avait qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et il y avait la maison qui était toujours un petit peu perturbante. Donc, j'étais entre 2 feux, et finalement, on grandit vite. On grandit vite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Et puis, à un moment, dans la vie, arrivé 16-17 ans, il fallait se lancer dans quelque chose, parce qu'on a laissé passer des années derrière, et puis
comme je disais, la vie avance très vite. Il faut avoir des idées bien en place et se dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Exactement. Et puis, à ce moment-là, il y a une chose qui m'intéresse. Bah, c'est le hip-hop, c'est la transmission, c'est découvrir, c'est pourquoi on le fait. Et c'est surtout avancer dans un tunnel, comme le dit Nipsey Hussle. À un moment, on est dans un tunnel. Soit on avance jusqu'à la lumière, ou tellement on n'a pas assez de temps dans ce tunnel, on peut plus reculer, quoi. C'est ça. Et je me dis, bah, si tu fais marche arrière toutes ces années que tu as passé à avancer, chercher le pourquoi du comment, bah, comment tu fais si tu n'avances pas? Et puis en avançant, on voit qu'on a des alliés qui se greffent à nous. On voit qu'il y a des gens à travers les rencontres qui vont nous faire grandir, et on les fait grandir. Et finalement, on s'aperçoit que le bout du tunnel n'est pas loin. Et de pas à pas, on s'aperçoit que tout ce chemin qu'on a pris, ben, il se construit au fur et à mesure de notre route. Et avec le temps, justement, par la suite, quand tu arrêtes l'école, tu découvres justement ce don que tu as pour l'écriture. Et comment en fait la rencontre avec le hip-hop? Parce que je sais qu'à cette époque-là, on n'en parle pas beaucoup, mais le 9-4 a toujours été à cette époque-là, surtout un endroit où on trouvait beaucoup de chanteurs de dancehall. Ouais, exactement. Beaucoup de dancehall à cette époque-là. On en Bien parle sûr, pas bien trop sûr. aujourd'hui. Et à cette époque-là, justement, comment est-ce que toi, tu as justement dû... Enfin, tu t'es retrouvé dans la situation où tu devais faire un choix et que tu as choisi plutôt le hip-hop que la dancehall, par exemple, tu vois. Le dancehall et le reggae, pardon, étaient une source d'inspiration pour, comme le hip-hop, ont été à un moment très fondamental dans toute la construction musicale, tu vois. Le reggae vient de la Jamaïque, le hip-hop des États-Unis. Donc, c'est des musiques qui se rejoignent aussi, qui ont été un mélange pour plein de hip-hop. Il y a eu des grands artistes qui ont propulsé cette musique à travers le monde, si ce n'est juste pour citer Bob Marley ou autre. Donc, moi, le hip-hop, ça m'intéresse à partir du moment 88-89. Vraiment... dans notre secteur qui était Vitry-sur-Seine, c'était les Littles, c'était Doudou Masta, c'était des gens comme ça qui nous animaient, parce que c'était des jeunes qui nous ressemblaient, ils parlaient de choses importantes, même si parfois c'était ego trip, mais c'était comment on fait pour mettre des mots sur une musique et la faire vivre et la partager à plein de monde. Ça, c'était ce qui m'intéressait. Voilà. Et c'est ce que je voulais apprendre, et finalement après comment on la diffuse cette musique, comment on se produit sur scène, comment on engage une population à nous écouter par rapport à ce qu'on va dire, et comment on le dit et pourquoi on le dit. Voilà, ça c'était mon intérêt fondamental. Donc avec les rencontres, on a construit un peu notre univers comme ça. Voilà, pas parler de n'importe quoi, avoir des thématiques, des musiques qui collent avec les thématiques. Ça, c'était vraiment notre univers. Et puis, essayer d'être le plus original possible, le plus authentique possible, et surtout d'avoir une ligne directrice qui ressemblait à notre département, qui est le 94, et surtout l'identité Mafia Qu'un Free. Ben, parlons justement de rencontres. Et j'aimerais justement que tu nous parles un peu vite fait de différents types, du Possi Idéal. Parce que moi, j'ai pris l'habitude d'écouter justement vos sons à l'époque. Je sais que ça dénonçait beaucoup. Ça parlait des réalités, des trucs. Exactement. Et du coup, c'est vrai que ce que tu dis, ça prend un sens. Mais parle-nous un peu justement de cette rencontre. Différents types. Pour moi, c'est toute mon enfance. C'est ce qui m'a construit. C'est mes amis. C'est avec qui on a partagé des moments forts. Je pense à Mistaflo, je pense à Didos, Daddy, je pense à Lil Jason, tu vois, quand je parle de différents types. Et c'est beaucoup d'émotions quand je pense à DJ Mehdi, tu vois. C'est lui qui nous a poussé à toujours aller vers l'avant avec les musiques. C'est lui qui avait toujours ce coup de boost, dire fais ci, comme ça. Voilà, tu vois, moi je pense que vraiment ses débuts dans la musique, le groupe Différents Types, voilà. Et après la construction du Possi Idéal, je pense à Ideal J notamment, Teddy Corona, Kerry James, pour moi qui est... Oui. Excuse-moi de te couper, frérot, mais là c'est... Parce que tu embrayes déjà sur une question que j'allais te poser, c'est bien. Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui savent aujourd'hui que Kerry James de base faisait partie d'un groupe qui était
Ideal J. Mhm. Et même ceux qui connaissent Ideal J, tout comme moi aussi, quand je connaissais Ideal J, je savais pas qu'Ideal J, en fait, c'était les juniors. Je me suis toujours demandé, mais c'est Ouais. Ideal Junior dû à quoi? Mhm. Je savais pas justement que le Possi idéal Mhm. était à la base de tout ça. Mais toi, tu rencontres Kerry James. Ouais. Et le don que tu as, c'est que toi, justement, tu as ce don de savoir te projeter. Mhm. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous dises un peu qui était le Kerry James que tu avais vu, que tout le monde connaissait à cette époque-là, Ouais. et en même temps le Kerry James que toi, tu voyais à ce moment-là. Ah, le Kerry James de l'époque, c'était quelqu'un qui s'amusait dans ce même lieu culturel que nous, cet MJC Pablo Neruda. Donc un gamin comme tous les gamins qui aimait s'amuser, vivre de sa passion, qui était sûrement le ping-pong aussi, la danse, le sport, comme tout gamin de son âge qui avait 11-12 ans. Ouais. Et moi, je décèle un truc quand je l'écoute, finalement, qui me dit qu'il s'intéresse aussi à la musique qu'on fait. Il me fait un freestyle et je perçois que cet enfant a un don qui est particulier, voilà, voilà, que personne ne fait, quoi. Les mots, sortir des mots, beaucoup de vocabulaire avec une constance et aussi long, bah, ça se fait pas, en fait, tu vois. Ça se fait pas, même rare. dans les gens qui sont intellectuels, mais surtout le rap de l'époque. Le rap, comment on le kick, tu vois. À l'époque, il y a une trentaine d'années, quand un gamin de 11 ans fait ça, ça n'existe pas. Et je sens qu'il y a quelque chose à faire avec cet enfant. Et puis je me dis, pourquoi pas le prendre sous mon aile et jusqu'à ce qu'il réussisse. C'est comme souvent, quand on a un don comme ça, on apprend très vite. Bah voilà, il faut pas beaucoup de signaux, juste à lui dire, voilà, sur scène, ça se passe comme ça, il faut être dynamique, regarder le public, voilà, t'arrêter à tel... Et puis voilà, il l'apprend tout seul, et puis il grandit, on grandit avec lui, et puis finalement, on s'aperçoit que, voilà, quand on aime quelque chose, de toute façon, qu'on aime quelque chose, qu'on est intéressé par quelque chose, c'est comme dans tout, hein, le sport, dans les langues, dans l'aviation, quand on est intéressé par quelque chose, on lâche pas et puis on progresse très très vite. Voilà. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Très bien. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous parles aussi un peu de ta rencontre avec DJ Mehdi, paix à son âme, parce que je sais que c'est une rencontre qui a eu beaucoup d'impact dans ta vie, Ouais, surtout dans ta carrière aussi. ouais. Et il y en a peu qui ont eu l'occasion de le connaître et de savoir ce qu'il a fait, mais moi, je trouve que DJ Mehdi a eu un gros impact dans le rap français. Il a apporté un truc, je dirais pas un truc qu'il n'y avait peut-être pas, mais un truc différent. Tu vois, un truc d'assez spécial au niveau des sonorités, au niveau des instruments, par exemple. Ce que j'ai remarqué aussi dans la façon dont vous travaillez, toi et lui, c'est que vous aviez un style. Lui, des fois, venait avec des choses nouvelles qui n'allaient pas forcément plaire aux artistes censés poser sur les instrus, mais vous arriviez quand même à inculquer ce truc et à rentrer ce style, ou même le groupe 113 qui a eu à poser des fois sur des instrus où on n'aurait jamais imaginé ça quand on regarde la genèse. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette rencontre-là? Et bien d'autres, comme tu l'as dit, différents. Mehdi était tout simplement différent. Et différent, humain, grand. Voilà, comme tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui le découvrent aujourd'hui. Il y a un documentaire qui le décrit bien, c'est Made in France, réalisé par Thibaut de Longueville. Voilà, qui a plus de 20 millions de vues sur Arte, qui a eu de nombreux trophées, qui est nominé à New York très prochainement. Voilà, Mehdi était quelqu'un c'est quelqu'un finalement, qui est mis sur ma route et qui est mis sur la route de plein de gens, mais pas pour rien, en fait. Je pense que les rencontres sont fondamentales à un certain moment où tu rencontres des gens. Une bonne personne peut rencontrer une bonne personne. Et voilà, c'est quelqu'un qui était entier, qui était grand, et puis pas simplement par la musique, quoi. Il savait cultiver la musique et l'emmener au-delà de son art, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un gros partage de musicalité, un gros partage aussi de connaissances, parce qu'il faut connaître la musique, tu vois. Quand on la construit, quand on la compose, il faut connaître la musique, l'essence des samples qu'il utilisait. Et ça, c'était quelqu'un qui avait une grosse encyclopédie dans la connaissance, que ce soit la soul, le rock, le reggae, le jazz, et puis il allait puiser où cette musique, forcément, enrichissait sa propre musique, de par ses beats, de par la construction de sa musique, comment il faisait les mélanges entre le beat et les samplings, tu vois. Et j'ai appris ça très tôt de lui, et puis les idées, on se les partageait parce qu'on avait
tout simplement les mêmes idées, les mêmes envies d'aller plus loin dans notre construction, la même envie de grandir par la musique, de par nos connaissances. Et puis on a grandi comme ça. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fédéré un maximum, hein, tu vois, que ce soit dans la musique, après avec la recherche sur moi-même. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup construit. Et voilà, je pense que les moments les plus fabuleux sont les moments de studio, de partage qu'on a eu ensemble. Et surtout, moi, humainement, voilà, c'est quelqu'un qu'on regrette tous les jours. Et puis voilà, c'est quelque chose de unique, quoi. Qu'on rencontre une personne comme ça dans sa vie, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est encore frais, même si ça fait plus de 10 ans, tu vois. Pour moi, c'est encore frais, c'est encore voilà, c'est quelqu'un qu'on regrette tous les jours. Et puis m'a tellement amené tellement amené haut que je me sers aujourd'hui de tout ça pour dire que on fait pas simplement de la musique, tu vois. Quand les gens font de la musique, la musique, elle doit servir à d'autres, tu vois, dans la façon de l'emmener, dans la façon de discuter, de la cultiver, tu vois. La musique est vraiment les mots, la musique est vraiment quelque chose de lourd pour les gens. Les gens pensent qu'on faisait de la musique comme ça pour rapper, aguicher les gens. Non, nous, c'est vraiment, on avait un intérêt commun et un intérêt vraiment on était persuasif. On voulait montrer aux gens qu'on faisait de la musique, une certaine musique. Il y avait une idée, quoi. Une idée, surtout les messages qu'on diffusait. Voilà, on avait un message. Notre message, c'était, on est des jeunes de banlieue, on a des messages propres, fédérateurs, et qui vous donnent envie d'avancer surtout. Franchement, c'est vrai ce que tu dis, parce que justement, ce sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui, moi, je trouve, dans la musique. Et par rapport à ça, vu que toi, tu es dans le milieu depuis, selon toi, pour être un bon rappeur, faut-il avoir plutôt les textes ou le style? Donc, dans le style, je mets le flow, hein. Je vois. Tout ce que tu veux, les tournures de phrases. Ou alors, toi, tu mises tout sur le texte. Il y en a beaucoup qui ont du style, du flow, tu vois, là, la nouvelle génération, c'est fort. Il y en a qui ont des idées de fou. Et puis après, voilà, notre génération, on était basée sur les textes, tu vois. Sur les textes, ouais. On a découvert des groupes comme IAM, la NTM, voilà, c'est toute cette musique où les gens ont commencé à écouter vraiment ce rap, qui ont été vraiment diffusés par les textes, les mots. C'est ça, c'est vrai. C'est à ce moment-là que ça commence à s'exporter, justement, le message a pu passer un peu plus, dans un public un peu plus large. Voilà, et tu vois que maintenant, aujourd'hui, plus de 30 ans après, on reconnaît encore ces textes des héritiers qui ont mis le rap dans cette... qu'on mis le tampon sur la carte, tu vois. Mais comme des groupes comme IAM, comme NTM, on va dire comme Assassin, Solo, Squad, tous ces architectes des mots ont été vraiment un pont pour les nouveaux rappeurs, les premiers rappeurs qui ont commencé à développer quelque chose de fort. Toi, justement, comme du coup, tu fais partie, pour moi, et pour ceux qui savent, d'une des, on va dire, têtes pensantes de la Mafia Free à ce moment-là. Quelles sont tes inspirations à toi de rap? C'est quoi que tu écoutes, toi, à ce moment-là? Moi, j'écoute le rap US. J'essaie de comprendre, parce qu'il y a Mehdi qui m'apprend les textes, qui était déjà bilingue. J'essaie de comprendre comment Grandmaster Flash, comment Mobb Deep, comment la Native Tongue, tous les groupes où il y avait... où on a baissé les BPM pour bien comprendre les paroles, quelle était leur influence, de quoi ils parlaient, et s'ils parlaient de leur ghetto toujours, pourquoi ils parlent de leur ghetto et dans quelle forme, dans quel constat ils le parlent. 94 arrive ce phénomène qui est Nasir Jones, qui a une nouvelle plume, qui a une autre ambition, qui a une autre approche sur la musique. Et surtout dans les textes, dans l'image. Voilà, j'essaie d'apprendre ça et c'est ça qui nous fait avancer. Voilà. Pourquoi aujourd'hui on ferait un album comme ça? Pourquoi on ferait un album comme ci? Et voilà, pourquoi on va le construire avec cette force, avec des musiques, avec des musiciens. Pourquoi on va accélérer les BPM? Pourquoi on va le mixer comme ci? Pourquoi on va... Voilà, et tous ces
tous ces facteurs ont une influence capitale dans notre construction, tu vois. Bon, là on est dans un lieu un peu plus intime, parce que j'ai des questions un peu plus intimes à te poser. Ah. La première question, en fait, je m'adresse coach Manu. Ouais. Tu sais, en plus je sais que tu es fan du Real. Tu es réaliste. Ouais. C'est bien. Moi, je me dis, en fait, regarde, mets-toi dans une situation où tu es au sein du staff d'une équipe de Galactique. Je vais pas mettre coach, parce que tu connais, ça va faire une polémique. Ah non, c'était pas lui, comment? Bref. On va dire que tu es préparateur physique d'une équipe de Galactique. On sait que dans une équipe de Galactique, quand tu les vois, nous, en tant que spectateurs, on a toujours l'impression, en fait, que ces gens, c'est des frères, qui dorment ensemble, tellement qu'ils sont faciles à se trouver sur le terrain, tu vois. Tandis qu'on sait que dans le privé, c'est pas la même chose. Il y a les égos, il y a les affinités, il y a les caractères qui sont des fois compliqués à gérer pour pouvoir faire tourner ce groupe. Mais la qualité du groupe, elle est indéniable. En sachant déjà aussi si on doit prendre les postes, on sait que l'attaquant, c'est souvent celui qui a le plus d'ego, parce qu'il sait que c'est lui qui fait gagner l'équipe. C'est celui justement qu'il faut des fois choyer. Des fois, il faut lui rentrer dedans aussi pour qu'il sache, tu vois. T'as sa doublure aussi, la même chose. T'as le capitaine qui est toujours celui qui n'est pas le plus fort, mais t'as besoin de lui pour garder le groupe, tu vois. T'as aussi des fois un joueur, souvent c'est les flancs, c'est quelqu'un de super fort, mais tu vois qu'il s'en fout un peu du foot. Mais on connaît sa qualité, mais voilà. Toi maintenant en tant que coach Manu, comment coach Manu fait pour gérer un groupe comme ça? Comme tu le disais, très bien dans le descriptif, tout le monde a besoin de tout le monde finalement, tu vois. Tout le monde a besoin de tout le monde, qu'importe les égos, tout le monde a besoin de tout le monde pour partager le ballon. Parce que l'avant-centre n'aura pas les ballons de lui-même, tu vois, il va pas garder la balle 90 minutes. Donc il a besoin de s'appuyer un peu sur tout le monde, et c'est un petit peu comme ça. Nous, en tant que manager, coach, on est là pour trouver des solutions au quotidien et gérer forcément les problèmes qu'il y a tous les jours. Et voilà, que ce soit dans un dispositif qui est le sport collectif, que ce soit en studio, comme on en a été plusieurs en studio, 16, parfois plusieurs, même 20, on était dans l'entraide, tout le monde se partageait les munitions pour que chacun monte en compétence, tu vois, c'est un petit peu comme ça, tu vois. Même celui-là qui avait des difficultés à écrire, ça m'est arrivé aussi, des difficultés à écrire. Donc on demandait de l'entraide et puis on complétait les phrases ou complétait les rimes, les phases par peu importe, tu vois. Et c'est ça, je pense qu'un collectif se nourrit et s'alimente un petit peu comme ça. Tu vois, des difficultés à l'arrière, donc on va mettre quelqu'un qui est proche à l'arrière si jamais il a des difficultés. L'avant-centre, le jour où il marque pas, il faudra un autre qui marque. Voilà, c'est un peu comme ça que je construis un peu le dispositif, je pense. Mais justement, cette expérience que tu as eue au sein de la Mafia Quinfri, parce que tu as été un grand frère, c'est toi qui t'es occupé de plusieurs projets. Ouais. Du 113 par exemple, tu as eu à travailler aussi pour Idealji, etc. Mais est-ce que ce côté coaching avec cette équipe-là t'a aidé pour justement le coaching que tu as aujourd'hui? Ouais, tout à fait, c'est mettre les pieds à l'étrier dans l'organisation. C'est ça m'a beaucoup aidé à savoir comment on construit quelque chose qui part d'un projet commun, et comment on l'emmène jusqu'au bout, peu importe ses difficultés. Ça aide beaucoup dans le projet culturel et dans le projet associatif, projet sportif. C'est comment on part d'une feuille blanche et comment on construit les fondations qui partent juste à arriver à un immeuble, à une construction qui devient commune, où tout le monde se partage les mêmes valeurs, où tout le monde est inspirant l'un pour l'autre. Et voilà, c'est surtout ça m'a beaucoup aidé dans la construction. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été gommées, il y a beaucoup de choses belles qui n'ont pas été rééditées parce que c'était très difficile, tu vois. Quand on fait un album comme Les Princes de la Ville, refaire le même album des Princes de la Ville, c'est très compliqué. Parce que tout arrive, tout s'imbrique naturellement, par magie, à l'instant T, et puis 4 ans après, on nous demande de refaire un Prince de la Ville, chose qui est impensable et qui est sûrement irréalisable, tu vois. Et donc, ces choses-là, on était encore immature pour y penser. Donc on essaye, mais on n'y arrive pas parce qu'on était trop jeunes. Et c'est peut-être 10, 15 ans plus tard, on se rend compte que finalement, non, c'est des choses qui étaient naturellement, qui se faisaient simplement avec
notre identité, avec notre persévérance, avec le travail. Et ces choses-là, on doit faire des choses nouvelles parce que Les Princes de la Ville, c'est un album qui existe une seule fois, comme Le Combat Continue, comme l'album Ilmatic de Nas, tu vois. Donc, c'est des albums qui sont intemporels, qui vieillissent dans son temps, qui amènent morceaux comme Tonton du Bled, c'est les jeunes écoutent aujourd'hui à travers les mariages, les concerts, tout ça. C'est un morceau qui date, voilà, c'est Prince de la Ville, 99 aujourd'hui, tu vois, pratiquement 30 ans. Et c'est des choses on peut pas refaire, tu vois. C'est un morceau qui est bien dans son empreinte et qui restera comme ça. Donc, quand on s'aperçoit qu'on a une identité, et ben, il faut toujours le travail pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, mais qui va pas ressembler à ce que tu as fait avant. Voilà, ça, c'est le plus dur à accomplir. Ouais. Surtout que c'est un classique. Quand on Exactement. parle d'un classique, refaire un deuxième classique, c'est compliqué. Mm. Moi, j'aimerais savoir aussi, et je pense que c'est quand même important de savoir ça, mais il y a eu, en parlant du 113, il y a eu Rimka qui est venu justement avec le concept Tonton du Bled, tu vois, qui rassemblait un peu tout ce qui était le Maghreb, un peu ce concept-là. Puis il y a eu Mokobé qui est venu juste, plus avec un truc pur Afrique noire, un peu, tu vois, musique. Et je sais qu'il y a aussi AP qui avait lancé Tonton des Îles. Tonton des Îles. Zone Caraïbes. Ouais, c'est ça. Tu as eu à travailler avec lui par Bien sûr, ouais. Mais pourquoi est-ce que ce projet, finalement, n'a pas été... on va dire que finalement, c'est le projet qu'a... Tonton du Bled, c'est quelque chose que Karim a porté, avec Maghreb United, Mokobé avec son album aussi, tu vois. Et après, Tonton des Îles, il peut rester avec Zone Caraïbes. C'est quand même quelque chose tu vois, quand c'est un projet culturel comme ça, qui est vraiment ciblé comme les Caraïbes, c'est un petit peu plus dur. Mais le Maghreb, c'est un petit peu partout. L'Afrique aussi, quand Mokobé arrive avec Mon Afrique, c'est quelque chose qui choque, qui marque. Et surtout, ça s'est pratiquement jamais fait. Tu vois, il y avait les Bissau qui avaient fait quelque chose. Mokobé est un peu dans la même période, c'est un peu le précurseur de rassembler un peu ces musiques des sonorités africaines et de l'importer un peu partout dans le monde, parce qu'on a bossé avec des artistes mondialement connus, tu vois. Donc, quand tu bosses avec des Salif Keita, des Youssou N'Dour, c'est quand même oui, voilà. C'est quand même une grosse popularité, et voilà, c'est quand même quelque chose qui est mis en lumière. Voilà, c'est quand même une reconnaissance, voilà, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Moi, je trouve ça dommage quand même, parce que je pense que ça aurait pu être une identité aussi, tu vois. Ouais. Le côté Caraïbe, après, bon. Mais en même temps, c'est des choses qui se rejoignent, hein. C'est rassembler les peuples, c'était un peu dans la même constance et la même direction, les trois projets. C'est des choses qui ont marché sur le disque, hein, tu vois. Et après, bon, que un marche moins bien, c'est peu importe. L'important, c'est que les trois projets avaient une identité, c'est ça qui était bien aussi, c'est quelque chose qui était unique, et c'est bravo de leur part, tu vois, c'était bien joué, quoi, le coup était bien joué, et puis on a tous mis la main à la pâte pour que ces choses-là se fassent dans la bonne continuité, et puis voilà, franchement, c'est quelque chose, après, qui c'est à l'heure d'aujourd'hui, qui se développe et qui marche, tu vois. Pour justement conclure avec cette partie Mafia Qu'un Free, j'aimerais savoir, en fait, selon toi, aujourd'hui, avec du recul, quand tu prends, que ce soit depuis le moment où tu as appris où tu as découvert l'écriture, la période Mafia Qu'un Free, la période DJ Mehdi, tout ça, qu'est-ce que tu as appris, en fait? Qu'est-ce que ça t'a appris, et ce que tu as retenu de cette époque et de cette période-là? Le plus qu'on apprend, c'est sur soi-même, on va dire. Sur soi-même, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire de moins bien, comment on arrive à effacer ses erreurs, remonter, regravir l'échelon, surmonter les étapes difficiles, comment on arrive à grandir au-delà de tout ça, tu vois. Que ce soit le milieu musical ou au-delà de ça, tu vois. Côté humain. Parce que c'est avant tout une aventure humaine, tu vois, qu'on mène. Depuis 30 ans, voilà, est-ce qu'on a les mêmes attentes chacun pour soi? Est-ce qu'on arrive continuellement à s'émanciper l'un envers l'autre? Puis après, on s'aperçoit que voilà, chacun a fait sa petite vie, chacun était à gauche, à droite, chacun a continué la musique, certains non. Et puis est-ce qu'on arrive quand même
garder ces valeurs qui étaient avant tout pour la passion de la musique, qui était avant tout une identité commune et une identité surtout musicale qui était assez fraternelle. Et puis voilà, on en tire des conséquences de tout ça. Et moi, j'ai arrêté la musique il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Mais ça m'a fait du bien parce que je pense que j'étais arrivé au bout. J'avais sorti 4 albums solo, pas mal d'albums avec la Mafia Qu'un Free. J'avais fait un petit peu le tour de tout. Et voilà, il fallait que je développe quelque chose d'autre dans la même continuité, mais autre chose, quoi. Il fallait que je parle d'autre chose, culturellement. Et dans l'aspect social, j'avais beaucoup de choses à prouver. Ça a été dans la littérature, dans le développement des livres, au sein de l'association dans laquelle je fais partie, qui est Solidarité, Divertissement, Réussite. Donc voilà, dans l'émancipation des jeunes, moi je trouvais que j'avais une carte à jouer là-dessus, dans la continuité de qui était le hip-hop, et voilà. Faire valoir ma figure, l'impact que j'ai eu au sein du hip-hop, ben pourquoi pas maintenant être une passerelle pour les jeunes, que ce soit dans le sport, dans la culture. Voilà, c'est ma personnalité aujourd'hui. D'ailleurs, tu emboîtes le pas parce que quand je retrace ta carrière, je sais qu'il y a eu une période où tu as été très prolifique. Puis, quand on arrive vers les 2009, 2010, 2011, Ouais. plus rien. Ouais. Et par la suite, moi, j'apprends, coach de basket. Ouais. Tu vois. Donc, mais moi, j'ai jamais réellement saisi la transition. Ouais. Tu vois. Donc, pourrais-tu nous parler justement de ce moment où tu arrêtes et on n'entend plus parler de toi pendant X temps? Ouais, c'est vrai. C'est 2011, j'ai arrêté. Et bon, ma passion, j'étais longtemps joueur de basket à la l'AS Orly, qui était l'équipe phare de ma ville. Et, pendant que tu faisais la ouais, musique, toujours. Ouais, Ok. j'avais, en parallèle, je jouais basket parce que le sport, c'est quelque chose d'important. Hein. Ok. T'étais déjà à un niveau où tu gagnais ta vie ou Non, c'était spécialement comme ça. par C'était passion? le sport associatif de la ville. Hein. J'ai joué jusqu'en National 3. Ok. Et puis en 2008, 2009, j'ai arrêté le basket. Puis on m'a dit de reprendre l'équipe pour être dans la continuité des coachs qui étaient là à l'époque, de construire une équipe, d'amener une nouvelle ère. Puis j'ai dit, ouais, bon voilà, je faisais ça comme ça au départ. Et puis après, moi, j'étais pris pour l'enseignement. Ça m'a pris, j'ai pris goût à ça, tu vois. J'étais vraiment l'intéressé, aller voir des coachs à gauche, à droite. J'avais déjà des amis qui étaient dans le basket pro, et puis il y avait des gens qui étaient déjà dans l'expertise de ce métier, donc curieux que je suis. J'ai été voir, et puis voilà, je me suis rentré progressivement dans le coaching comme ça. Et puis après, quand on est monté avec mon équipe, le club m'a dit, ouais, à ce niveau-là, attention, il faut des diplômes. J'ai dit, T'as dû tout refaire en fait. ouais, j'ai dû tout refaire, me reconstruire. À partir de déjà 2007, à l'époque, quand je jouais encore, on m'a fait passer un petit diplôme. Puis 2010-2011, un autre diplôme qui était de plus en plus dur. Puis je me suis dit, finalement, on retourne sur les bancs d'école, quoi. Ouais. Et puis moi, je me suis accroché, hein. Malgré les échecs. Des fois, ça n'a pas été facile. J'ai jamais lâché, en fait. Et puis, même si j'étais, on va dire, intéressé, ça m'intéressait de plus en plus, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de barrières, beaucoup de choses qu'il fallait surpasser. J'ai dit, vas-y, je vais pas lâcher. Et puis, on s'est accroché. On a formé un petit posse avec mes potes qui étaient déjà dedans. Et puis, on n'a pas lâché. Et puis, des études, étudier le terrain, tout le temps. Et puis, au-delà de ça, avec la périphérie du basketball, que ce soit dans la prépa physique, dans l'analyse vidéo, puis j'ai jamais lâché ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose qui allait me servir pour la suite, quoi. Mais pendant la période justement où Mafia Qu'un Free, où tu jouais au basket, je crois qu'il y avait aussi OGB qui faisait du basket aussi. Oui, aussi. Tu partageais cette passion avec lui ou pas? Ouais, on en a souvent discuté, bien sûr. Ouais. Il y a tous ces intérêts. Tout le monde connaît Michael Jordan, Charles Barkley. Donc, c'est des discussions qui amènent d'autres discussions. Donc, ouais, j'ai toujours œuvré pour le basketball pendant que j'étais en tournée Mafia Qu'un Free. Il y a toujours ce parallèle, championnat, basket, NBA, tout ça qui se rejoignait. Et c'était facile à gérer, justement, le côté basket? L'organisation, les calendriers, on s'organisait de façon... des fois, il y avait des tournées, j'appelais le coach, je suis pas là, désolé. Et puis quand je revenais, hop, on embrayait comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, tu fais quoi concrètement au sein de Concrètement, aujourd'hui, je suis le directeur technique d'un club. J'ai passé pas mal de diplômes pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, voilà, c'est l'aboutissement de pas mal de projets. Je vais pouvoir
je vais pouvoir m'amuser avec ça, tu vois. Bien sûr. Amener un projet vers l'autre projet. J'ai sorti 3 bouquins. D'abord Les liens sacrés en 2020, Le meilleur pour tous en 2023 et Mental de fer en 2024. Et le prochain, 2025, pardon, en avril. Et le prochain sortira en septembre 2026, qui est un tome 2, qui est voilà, une trilogie sur pas mal de personnalités, connues, moins connues, qui parle de comment on réussit à travers des choses qu'on crée, sans savoir où ça va nous mener. Mais à force de détermination, finalement, on arrive à sortir, on arrive à ses rêves ultimes. Et ça arrive à pas mal de gens. Et puis, à travers mon chemin, j'ai souhaité mettre ces personnes en lumière. Que ce soit des femmes, des hommes, des plus jeunes, des moins jeunes. Et puis, super intéressant. Parce que ça me fait penser à moi quand j'ai commencé. Et puis, eux, ils ont eu la même détermination. Et puis, ils ont arrivé au bout du chemin. Et puis, je partage ces histoires avec pas mal de personnes. Et puis, j'essaie d'avancer dans ce sens, quoi. Qu'on voit qu'il y a vraiment une perception. Dire aux plus jeunes que voilà, que tu sois gamin, que tu sois aîné, que tu sois plus grand, vétéran, senior, il y a toujours une ligne directrice, et il faut la prendre avec force de détermination. Tu peux arriver avec toute la force qu'il y a à travers toi, tu peux arriver à tes fins. Moi, justement, avec tout ce que tu dis, j'ai une question qui me vient, qui est si tu devais faire le choix entre passion Ouais. et partage, tu choisirais quoi? On va dire que l'un ne va pas sans l'autre, finalement, tu vois. Et partager, c'est être passionné par quelque chose. Et puis, on est né sur Terre pour partager, tu vois. Yes. Parce qu'on est né, et puis on va pas repartir avec tout ce qu'on a. C'est On va vrai. partir, voilà, on sera au moment de la fin, c'est la fin. Et puis, ce qu'on laisse, il faut mieux le partager parce que ça va servir à d'autres, aux gens qu'on aime, nos enfants, nos proches, et surtout aux gens qui ont partagé ces moments avec nous. Et il faut les partager pour que eux, à leur tour, les partagent. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit de tous ces héritages, en fait. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que tu parles d'un truc, tu viens toujours sur le partage. Bien sûr. C'est ça qui est fort et qui est bien, parce que ce soit dans le sport comme dans la musique, bon, la musique, je sais pas trop, mais plus dans le sport, justement, aucun sport n'a de sens s'il n'y a pas de partage. Exactement. Parce que justement, il y a les valeurs qui se partagent, il y a la passion, comme tu le dis aussi. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Il y a la discipline aussi, quelque part, tu vois. Et surtout pour toi qui es papa aussi, Ouais. ce que tu fais, c'est ce sur quoi vont Ouais. calquer les enfants. Ouais, c'est une passerelle, c'est un héritage, c'est un modèle qu'on doit partager à tous. C'est ça, et ça, je suis d'accord avec toi. Et quand tu parles d'écriture, etc., aujourd'hui, maintenant que tu écris, et te sens-tu beaucoup plus épanoui aujourd'hui grâce à l'écriture et le métier que tu exerces qu'avant? On va dire, si tu pouvais échanger, tu échangerais ou pas? Non, parce que, en fait, comme je te dis, rien ne va pas sans l'autre, parce que l'homme que je suis aujourd'hui, en 2025, 2026, et j'espère plus loin encore, c'est pas le même homme que j'étais il y a 10 ans, tu vois. Parce que je me suis cherché aussi, tu vois. Savoir l'identité que j'étais, qui je veux être vraiment réellement. C'est quelque chose que voilà, j'ai cherché à comprendre, parce que malgré les problèmes que j'ai eu un moment où j'étais un moment flou dans ma vie qui m'a permis de me reconcentrer sur moi-même et d'avancer différemment, trouver des axes sur lesquels où je voulais vraiment cibler. Et puis je m'aperçois que voilà, j'ai beaucoup changé. Beaucoup changé dans mon organisation, dans mon entourage, aussi dans ce que je voulais être réellement. Et aujourd'hui, voilà, tout n'est pas bien à 100%, mais au moins, j'ai gommé ce qui était moins bien à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, je suis fier, j'ai des amis que j'aime, c'est souvent les mêmes, que je retrouve depuis une trentaine d'années. Ça, c'est indéniable, ça change pas. Je suis toujours passionné par le même sport. J'essaie d'avancer, de progresser tous les jours. Tu sais, tu as eu une période, je pense, très difficile à un moment donné, où tu as eu une dépression. Ouais. Et on sait que chez nous les Africains, c'est des sujets souvent un peu bizarres. Tu vois. Bizarre. On a souvent du mal à en parler, on a du mal à... On va dire, en fait, on n'a pas du mal à en parler, mais on a du mal à se libérer de ça. Se livrer de ça. Tu vois. Et toi, tu pourrais un peu nous parler de cette période-là, nous expliquer un peu dans
comment tu as vécu ça, ou même comment tu t'en es rendu compte, en fait? Ouais, on s'en rend pas vraiment compte, c'était en 2016 plus exactement. Ouais. C'est vrai que j'étais assez vulnérable parce que j'avais déménagé d'Orly. J'étais resté 45 ans, moi, dans ma ville, et d'un coup, je déménage et je m'aperçois que finalement, je me sens seul. Et puis, mon meilleur ami est parti, ma mère, mon père est parti il y a pas très longtemps. Et merci. Et puis, je m'aperçois que finalement, ouais, il y a beaucoup de manque. Il y a énormément de manque. C'est une période où je fais pas trop grand-chose de ma vie. Il y a le coaching, mais bon, tu sais, le coaching à bas niveau, ça te ramène pratiquement rien. Et puis, voilà, ouais, je tourne en rond. Je tourne en rond, on va dire que 2016, ouais, c'est une sale période parce que je tourne en rond. Et puis, arrive un moment où voilà, le cerveau ne connecte plus avec le corps. Puis je m'aperçois que je me sens mal dans ma peau. Ça a duré pendant un mois. Et puis, c'est une période arrive où je fais plus rien. C'est un moment off. Voilà, le basket, la saison est finie. Et puis, je m'aperçois que voilà, je tourne en rond. Il n'y a pas trop de personnes qui viennent parce que je suis assez excentré de la ville. Et puis c'est beaucoup de nuits passent où je réfléchis, puis beaucoup dans le négatif. Finalement, 2016, c'est une période, voilà, je grandis, je mûris, et puis pas trop de choses qui se passent vraiment réellement dans ma vie, et puis j'ai personne dans ma vie, comme sentimentalement, je suis seul, et puis j'arrive pas à avancer, quoi. J'arrive pas à avancer, bon, j'essaye, mais j'y arrive pas, et puis voilà. Comme je t'ai dit, le cerveau ne connecte plus avec le corps et puis ça fait une dépression. Ça lâche et tu ne t'en aperçois pas. Tu t'en aperçois parce que les nuits sont pas pareilles, les journées sont pas pareilles, l'animation n'est pas pareille, tu vois pas les potes comme tous les jours. Et puis l'alerte est donnée, quoi. Je me sens plus moi-même. Beaucoup d'émincissement, plus la même volonté de manger, beaucoup de problèmes financiers. Donc, tu essaies d'alerter, d'en parler aux proches, plus proches. Puis, bien sûr, qu'ils viennent à la rescousse parce que les amis sont là pour ça aussi. Et puis, voilà, ça va pas. Et puis, c'est de pire en pire. De pire en pire. Et puis, j'essaie d'en parler. Je trouve pas trop les mots sur le moment. Et puis, heureusement, il y avait quelqu'un qui était à ce moment-là, qui vivait chez moi, qui était beaucoup de passage chez moi. Donc là, il trouve ça un peu suspect. Vraiment, vraiment, il se dit que bon, il appelle un pote, il dit dans la nuit, puis on m'amène à l'hôpital, toi. Plein d'examens et tout. Voilà, c'est vrai que le bilan est perte de poids énorme, une dizaine de kilos de perte de poids en espace de 2 semaines, tu vois, c'est énorme. Et puis voilà, on se dit que une dépression, quoi. Une dépression sans le savoir, voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et voilà, à ce moment-là, je me dis, ben, comment je vais sortir de tout ça? Puis j'y arrive pas parce que je trouve pas l'énergie que j'avais avant. Le Manu qui a 2 3 ans n'est plus là, plus de sport, plus rien. Et puis finalement, il y a un pote qui me sort de tout ça. Il y a un pote qui m'accompagne tous les jours, qui prend soin de moi, qui me pousse à faire des choses que j'ai pas envie, et qui me force, qui m'engueule, qui me dit ouais, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu vas pas te laisser mourir. Et puis finalement, j'écoute ses conseils, il m'accompagne pas à pas. Et puis après, je reprends la vie sur moi-même. Et je dis aussi, ouais, moi aussi, je vais pas aller commencer à voir un psychologue, deux psychologues et tomber dans la ruine comme ça. Il faut aussi que ça vienne de soi-même. Voilà, c'est La volonté, ouais. la volonté. Je pense que tous les gens qui ont eu ça, ils savent de quoi je parle. Il faut aussi que ça vienne de toi-même. Bien sûr. Que tu te rends compte, en fait, toi-même. Tu te rends compte et que tu sortes de ça par ta bonne volonté. Et puis ça commence par se lever tôt, aller marcher dehors, se lever tôt, trottiner, faire un petit footing, plus penser à des choses négatives, recommencer à manger les choses que t'aimes, que t'apprécies au fur et à mesure, se réunir avec du monde, rigoler, retrouver le goût, du plaisir, rigoler. Je me rappelle, j'avais été voir une pièce de théâtre, je sais plus c'est quoi le nom, avec un ami, et j'étais mort de rire, ça m'avait fait énormément de bien. Puis après, je suis retourné un peu à la muscu, et c'est le sport qui m'a dynamisé, qui m'a remis sur pied. Et puis bon, ça a duré un an, cette affaire-là, 2016 à 2017. Et une fois 2017, je suis retourné dans le coaching, j'ai changé de club, voilà, j'ai retrouvé une énergie saine, et après, voilà, j'ai été suivi par un médecin,
Aujourd'hui, ça fait pratiquement 10 ans, tu vois. Et toujours le même médecin qui me suit, qui me donne un bilan, qui me fait des bilans tous les 6 mois pour voir un peu au sein de ma temporalité médicale, toujours bien suivi. Et puis voilà, je suis à 50, bientôt 55 ans. Je pense que je suis assez, je me sens bien aujourd'hui, voilà. Mais c'était une dure épreuve et j'encourage les gens à en parler, pas rester muet. J'encourage les gens à parler aux proches. Et c'est vrai que c'est dur d'en parler sur le moment, mais si t'en parles pas, tu te morfonds, tu restes toi-même et tu imploses, en fait, tu creuses et finalement tu pars, quoi, au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont des TOC, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux. Il y a des gens qui ont des TOC, qui mangent plus. Il y a des gens, moi, j'ai essayé de sortir de tout ça. Et aujourd'hui, je suis relevé de tout ça. Puis ça me fait le plus grand bien, mais qui aurait cru il y a pratiquement 10 ans, pour quelqu'un voilà, qui est assez dynamique, ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Donc voilà, il faut être alerté, il faut prendre des soins de ceux qui ont ce genre de problème. Et ça peut arriver à tout le monde, finalement. Bien sûr, bien sûr. Mais tu penses pas que c'était aussi dû peut-être au fait que tu aies été, on va dire que tu es passé plusieurs années dans un milieu, Mhm. tu vois, musical, Ouais. et peut-être le fait aussi qu'il y ait eu des pertes, comme tu dis, Ouais, c'est un ont tout. C'est un tout. centralisé le tout, et le fait que tu te retrouves Mm. maintenant Ouais. loin de tout ça, tu vois. C'est le changement, c'est la dynamique. J'étais à peu près 20 ans à vivre dans un milieu qui était le monde de la nuit. Les studios de nuit, l'ambiance, les trucs festifs, voilà, le coca, la fame. Bon, je bois pas et je me fume pas. Donc c'est un peu ça qui me sort des différents problèmes, voilà, qui peuvent être encore pire que ça, mais voilà. Ouais, c'est dû au changement, c'est dû, voilà, tout d'un coup t'arrêtes et tu changes de profil et puis on se dit que finalement tout va aller, mais en fait c'est l'effet réverse, quoi, tu vois. Mais moi c'était plus quelque chose qui venait finalement, qui était vraiment mental chez moi. Et puis ouais, aujourd'hui je pense que des poids des choses, en fait. ouais, aujourd'hui je pense que voilà, j'ai combattu tout ça. Mais pas tout seul, voilà, c'est pour prouver qu'on fait des choses, jamais tout seul. Il y a eu l'entraide, il y a eu des amis, des proches, ma famille qui m'ont soutenu énormément dans ce combat. Bien sûr. Et toi, dans ça, en fait, c'est quoi le message d'encouragement que tu pourrais peut-être donner aux personnes qui Mm. traversent? Traverse. Parce que chez nous, les Africains, Mm. tout ce qui est psy, toi-même, je vois aussi que Mhm. tu es dans tout ce qui est psy, tout ça, Ouais. c'est ah non, Ouais. c'est pas, tu vois. Ou des fois, on peut être en dépression, mais on va pas le reconnaître. Ouais, On va le ouais. mettre sur un autre truc. Ouais, Et, donc, toi, c'est quoi que la parole préventive que tu pourrais ouais, justement... les Africains et autres, hein, tu sais, même chez les Blancs, les plus, même les plus aisés, tout ça, ça peut arriver à n'importe qui, comme je te dis. Mais ouais, surtout comme tu dis, chez nous, c'est vraiment en parler, être, voilà, être vraiment bienveillant et d'alerter tout de suite. D'alerter voilà, quand on a une faiblesse, quand on se sent mal, déjà, les médecins traitants, pour moi, c'est plutôt aller voir des spécialistes très vite. Voilà, se renseigner très vite et en parler. Franchement, en parler tout de suite, quoi. Quand vous sentez que quelque chose tourne pas rond, au bout d'une semaine, que vous êtes plus vous-même, c'est qu'il y a quelque chose, Il y a un truc, ouais. c'est quelque chose qui est déconnecté de votre cerveau, quoi. Alertez tout de suite. Il y a tellement aujourd'hui d'AVC et des choses voilà, qui nous prennent la tête, qui sont vraiment par le surmenage, par le double travail, voilà, on commence le matin à 8 heures, on rentre à minuit, 1 heure du matin, on n'a pas de repos. C'est reposez-vous, prenez soin de vous, faites les choses que vous aimez. L'émancipation par la beauté, il faut voir le beau partout aujourd'hui. Yes. Et voilà, restez vous-même, aimez-vous. C'est les chamailleries, les trucs, ça sert plus à rien en fait. On est trop grand pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est trop grand. On n'est plus dans cette époque. On est vraiment dans une époque aujourd'hui qui est très difficile depuis le Covid, tu vois, et encore plus maintenant. Le timing des embrouilles à 2 balles, c'est tout ça qui va nous faire couler, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment alerter les choses qui sont négatives, quoi. Voilà. Moi, je suis plus dans le négatif parce que c'est pas ce qui nous fait avancer. C'est clairement ça. Et quand on voit un peu, si on peut parler un peu de choses actuelles, récemment, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été organisés en France.
Je pense que c'est un événement qui en a étonné plus d'un. Ouais. Je pense pas que les gens s'attendaient à ce que ce soit Mhm. aussi réussi, si Mhm. je peux dire ça. Toi, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'énorme, de grand. C'est pas forcément, c'est pas que le sport. C'est bien plus que le sport, c'est culturel, c'est quelque chose qui est mondialement connu pour les jeunes et moins jeunes. Et le fait que ça soit en France, Mhm. bah voilà, c'est quelque chose qui relève de toute forme d'émancipation, on va dire. Surtout qu'il y a plein d'acteurs de ce milieu qui se sont révélés. On a eu des championnats du monde olympiques en France très importants. Quelque chose qui était sécurisant alors que tout le monde disait ah attention les bombes compagnie. C'est ça. Ça s'est bien passé 4 ans avant au Japon. En France, c'était exceptionnel. Le sport ping-pong, le judo, le basketball, chez les hommes, chez les femmes reconnus, Mhm. plein de sports qu'on révélé, plein de nouveaux talents. Et voilà, en France, représentatif, comment la France doit être aujourd'hui, au milieu de plein de populations, ensemble, l'entraide, s'encourager, manifestement aimer la France par le bien vivre, Différence et tout. par ce fanion qu'est les Jeux Olympiques. Ça arrive pratiquement une fois dans notre pays, voilà, ou peut-être 2 fois, allez, ouais, bah voilà, aujourd'hui c'était en France l'année dernière, et c'était beau tout simplement. Moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage Mhm, par rapport aux jeux en question, et je pense que mhm, j'en ai parlé, c'est surtout le fait en fait que le côté urbain a été moins représenté, je trouve. mhm, mhm, Tu vois. Et mhm, toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression en fait qu'en France, mhm. il y a fréquemment ça. Tu vois, il y a souvent des événements lors Ouais, desquels le côté urbain est un peu mis de côté. Tu vois, ouais. un peu l'impression que c'est un Mhm. peu le truc qui salit un peu. Tu vois, on va laisser ça un peu dans un coin. Ouais, Ouais, tu vois. ouais, Et, côté hip-hop, ouais, revendicatif de tout ça, mais un peu laissé, ouais, pas suffisamment mis en lumière. ouais. On a quand même ce côté qui est footballistique qui a été bien représenté, Mhm. qui reste quand même un côté urbain aussi. Bien sûr. Le basketball qui a été vraiment représenté, Mhm. et surtout la domination de la France qui s'est jamais laissé faire contre la plus grande nation. C'est Tu vrai. vois, C'est on vrai. se rapproche des plus grandes nations, on a vu des renversements, Mhm. on est mal parti, on a fait le rebondissement contre l'Allemagne Ouais. qui nous a emmenés voilà, jusqu'à la finale, qu'on n'était pas proche des États-Unis. Mhm. Donc voilà, c'est aussi ce côté urbain parce que tous ces jeunes-là, finalement, sortent des milieux ruraux, tu vois. Ouais. C'est beaucoup de jeunes qui sont issus des quartiers populaires, Ouais. qui ont représenté la France au basketball, tu vois. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu le breakdance ni le graffiti, tout ça, mais on a eu quand même ces sports qui viennent de la rue. Mhm. Et penses-tu aujourd'hui que, euh, au vu de ta carrière et de tout ce que tu as Mhm. fait, aujourd'hui tu penses, parce que je sais que tu n'es pas du genre à parler de ça, mais moi je veux que tu me dises, il faut aussi que tu te jettes des fleurs des fois. Mhm. Penses-tu que tu as eu la reconnaissance que tu méritais Ouah, à l'heure d'aujourd'hui? reconnaissance, moi, tu sais, j'ai fait les choses tellement avec passion et avec naturel que reconnaissance par reconnaissance, moi, voilà. Je Mhm. suis quelqu'un aujourd'hui, je vis bien, voilà, je fais les choses que j'ai envie surtout. Je voyage, j'écris des bouquins, je fais des podcasts avec toi comme ça, dans le plus naturel possible. Mhm. La reconnaissance aujourd'hui, voilà, tu vois, ouais, je suis Manuel Coudray, Manuquet, je me suis accroché pour apprendre, pour retourner à l'école à l'âge de 40 ans. Mhm. Et c'est pas donné à tout le monde et je prouve encore une fois que c'est possible Que de c'est reprendre possible. l'école à n'importe quel âge. Ouais, Déjà, pour moi, ça, c'est une grande reconnaissance, tu vois. bien À sûr. partir du moment que je me rassois sur les bancs d'école et je fais ce que j'aime aujourd'hui, je me lève du bon pied et puis, les gens qui sont autour de moi m'aiment et moi, je les apprécie aussi. Pour Mhm. moi, tout ça, c'est le podium. Et comment tu vois la suite maintenant, au niveau de ta carrière de Mhm. coach et aussi par Mhm. rapport à l'écriture et tous les autres projets que tu as sur le côté? Bah, beaucoup de projets en perspective, beaucoup de lumières sont mises en avant. 2026 est déjà passé pour moi parce que il y a beaucoup eu de pauses sur les calendriers parce qu'on a avancé dans les événements. Donc voilà, voilà, je vois les perspectives d'avenir toujours dans le positif, toujours plus haut. Et c'est là, je travaille sur le tome 2 de Mental de Fer, donc avec des nouvelles personnalités, des nouvelles personnes qui vont enrichir encore plus
le domaine culturel, les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, qui vont se reconnaître dedans. Le tome 1 a eu un bon succès, pas seulement en termes de chiffres, mais en termes d'impact, tu vois. Donc le tome 2, moi, c'est toujours mettre le niveau au-dessus pour qu'on s'aperçoive qu'on a, bien sûr, travaillé d'arrache-pied pour que ce soit encore une belle œuvre et surtout avec des gens encore influents. Et puis après, tout ce qui est sportif, le coaching, c'est de progresser, d'avancer, de partager ses idées avec le maximum de personnes et avancer dans le positif. Je pense qu'on a une bonne génération. Il y a Paris Basket qui le prouve, qui est un gymnase flambant neuf, qui prouve qu'on a un beau championnat aussi, qu'il y a des acteurs de ce championnat qui le prouvent chaque année, qui arrivent à se dévoiler, des très jeunes, des moins jeunes aussi, qui sont là pour amener leur popularité un peu plus haut. Et puis c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Et puis que ce soit au foot, au basketball, là bientôt il y a le nouveau championnat du monde, il y a les JO qui arrivent aux États-Unis. Donc ça va être que des moments formidables et qu'on doit avancer dans ce sens, quoi. Bien sûr. Par rapport à ton livre, quand tu dis le mental de fer, le mental de faire quoi? Mental de fer s'écrit F-A-I-R-E, le mental de faire les choses jusqu'au bout, le mental de s'accrocher à toutes les choses qu'on fait finalement. Là, comme je parlais de ce tunnel toujours représentatif du rappeur Nipsey Hussle, qui dit que quand tu rentres dans un tunnel, t'as tellement passé de temps dans ce tunnel et puis à un moment c'est soit tu fais marche arrière et tout ce temps que t'as passé ça n'a servi à rien, ou soit tu continues et même si c'est long, au moment où tu verras la lumière, c'est là que tu dis que t'es arrivé à tes idées, quoi. Et j'avais une dernière question par rapport à ton premier livre. A-t-il été bien reçu? Quelle a été justement la critique par rapport à ce livre? Parce que je sais que dans ce livre, tu parles de ton expérience musicale. Tu as eu à citer des personnes et sortir aussi des anecdotes. Est-ce que ce livre a été bien reçu par les protagonistes, par exemple? Ouais, bien sûr, parce que c'est un livre vrai, c'est authentique. Après, des fois, il y a des anecdotes où le cerveau était à gauche, à droite. Bien sûr. Mais c'est toujours de la bienveillance, c'est toujours des vraies histoires réelles. C'est un livre très positif, je pense, qui a poussé à beaucoup d'auteurs et beaucoup d'artistes à écrire aussi d'autres livres. Donc voilà, sortir un livre en 2020 qui s'appelle Les Liens Sacrés, qui était une pierre à l'édifice dans le monde de la littérature. Et c'est quelque chose qui a développé beaucoup de choses après, qu'ont pu réveiller en moi d'autres idées. Et c'est pour ça aujourd'hui que je continue dans ce domaine-là. Yes. Pour finir, j'ai une dernière question. Tu sais, au départ, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Quand tu te revois petit, avec tous ces rêves que tu avais, et aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu accomplir, est-ce que tu trouves que ça va ou tu te dis, non, il y a encore beaucoup à faire? Je me dirais, il y aura beaucoup à... Il y a toujours plein de choses qu'on aimerait faire. Et je me dis, ouais, quand même, ça va, quoi. Partir du petit où j'étais, assez fugueux, on va pas dire prétentieux, mais assez, allez, je m'en fous un peu de tout, je laisse la vie, je prends les jours comme elles viennent. Aujourd'hui, je dis, ça va, quoi. J'ai accompli pas mal de choses, je suis heureux dans ma vie. J'ai pas mal de gens qui m'accompagnent, comme je l'ai dit. Et puis aujourd'hui, je me dis que il y a plein de choses à développer encore. Il y a plein d'idées, il y a plein de chemins à prendre. Et puis on est toujours... je suis toujours fort dans ce que je veux accomplir. J'ai tellement d'idées, mais j'essaie de les faire pas à pas, tu vois. De mettre ça sur une planification et de me dire que si je réussis ça, aujourd'hui j'ai réussi Mental de Fer volume 1, le volume 2, comment je vais le réussir, comment je vais le mettre en avant. C'est toutes ces idées qui trottent dans ma tête, tu vois. Et pour avoir les meilleurs dispositifs possibles, savoir s'entourer avec les meilleures personnes et avancer jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'on a voulu mettre en place. Du coup, à cause de ça, j'ai une question bis. La dernière. Bon, tu sais,
Quand tu dis justement que tu es quelqu'un qui a plein d'idées, Ouais. j'ose imaginer en fait que tu es du genre à avoir un petit grain et réussir à développer plein de C'est choses de ton ça, côté. c'est ça. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à te canaliser justement dans ce type de situation? Parce que je peux comprendre à quel point ça doit être compliqué. Tu vois, tu sais pas rester sur un truc, tu dois, Ouais, c'est avec l'expérience. avec l'expérience, c'est de vraiment de s'organiser. L'organisation est vraiment importante parce que finalement, une semaine passe très vite et encore moins une journée. Ça passe très vite. On a 24 heures dans une journée et plein de choses à faire. Et j'essaie de construire, d'imbriquer les petites choses avec d'autres petites choses qui feront des grandes choses. Et finalement, je me dis, bah voilà, le vendredi, c'est un jour assez spécial. Le dimanche aussi, c'est quelque chose d'assez vraiment très, très spécial. Dans ces 2 journées, j'essaie d'organiser vraiment ma planification de la semaine. Ok. Et après, bah voilà, hein, comme tu dis, il y a le sport, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ce qui engendre autour, qui vont faire place, bien sûr, à tout ce que tu veux faire, parce que c'est important de ne pas oublier ça. Et dans le jeudi soir, le vendredi, qui est une journée assez importante, où je suis un peu plus chill, ben, je vais essayer d'organiser ce que je vais faire tout au long de la semaine d'après, tu vois, dans mon organisation, comment je vais avancer étape par étape, mes différentes personnes que je dois rencontrer, et puis avancer. Mais j'essaie de vraiment me concentrer sur moi-même pour avancer dans tout ce que je fais, que ce soit l'écriture, les thématiques que je veux aborder, la photographie, dans le sens de mes covers, dans mes pochettes, dans l'organisation de mes entraînements, dans mes relations humaines avec les gens. Bah, j'essaie de mettre ça en amont du vendredi tout le week-end. Et ouais, c'est que l'organisation, en fait, qui fait que, c'est vrai, des fois, il y a des aléas, des trucs que tu prends le jour le jour sur le tas, mais ce qui fait bien organiser, c'est quand on est vraiment, vraiment focus sur ce qu'on doit faire, en fait. Yes, yes. En tout cas, merci pour le conseil parce que ça, je pense que c'est très important, Exactement. surtout à cette période-ci où tout va vite. Ouais, Tu vois, et ouais, tout le monde veut aller vite. c'est clair. Et en tout cas, merci pour ça. Merci. Quel serait ton mot ton mot de la fin, Bah, justement? comme j'ai dit, hein, soyez forts, restez en paix, et puis le meilleure chose possible est la beauté pour tout le monde, quoi, tout simplement. Yes, yes. En tout cas, nous, Mm. on est totalement dedans. On te souhaite Mm. encore plein de réussite pour la suite, Merci beaucoup. par rapport à tes productions, etc. Merci. Et par rapport au coaching aussi. C'est Ouais, important. toujours, c'est Des important. titres, Mm. des qualifications pour des grandes compètes. Ouais, C'est tout ce qu'on te souhaite. Et, on verra ça. et peut-être d'ici là aussi, on pourra refaire le point. Pourquoi pas. D'accord, En ok. tout cas, grand Ce merci à fut toi, l'ancien. un bon moment. Merci pour tout. Merci, merci. Allez. Pour le reste, restez totalement dedans comme d'habitude. Peace and love.